Cour des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques, a procédé à l'ouverture de l'audience solennelle marquant la rentrée judiciaire, une occasion pour elle de solliciter la révision de sa loi organique. Et puis les 5 prévenus en détention sur les 25 sont passés devant la barre ce jeudi dans le procès qui oppose le ministère public contre Corneille Nangaa, leader du mouvement politico-militaire AFC et ses complices. Ces derniers ont dévoilé la structure et les ambitions de la rébellion. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Conduite par le secrétaire d'État Andrzej Sejina, une forte délégation du ministère polonais des Affaires étrangères a été reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La coopération bilatérale entre la RDC et la Pologne et la situation sécuritaire à l'est du pays était au centre des entretiens. Un reportage de Pierre Kibambe-Somwe et Fils Matondo. La République populaire de Pologne soutient la souveraineté de la République démocratique du Congo et condamne fermement toute violation de son intégrité territoriale. Propos du secrétaire d'État polonais Andrzej Sejna à la tête d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du développement de relations bilatérales entre Kinshasa et Varsovie, a indiqué l'homme d'État polonais. Pour Andrzej Sejna, la RDC a un grand rôle à jouer en tant qu'une grande puissance régionale. Nous percevons la République démocratique du Congo en tant qu'une puissance régionale en Afrique centrale. De plus, nous sommes confiants que la RDC jouera un rôle de plus en plus important, non seulement dans la région, mais aussi au niveau global, tant sur le plan politique qu'économique, que ceci portera davantage de sécurité et de prospérité pour le peuple congolais. Nous désirons que la Pologne apporte sa contribution à ce processus par la voie de partage de notre expérience et un esprit de partenariat réel. Je voudrais souligner que nous avons signé aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères mémorandum et les consultations à Kinshasa grâce à mémorandum et Varsovie au niveau des ministères prendront désormais un caractère plus systématique. Ce cadre de consultation facilitera d'améliorer l'échange régulier d'opinions sur tout sujet d'intérêt mutuel. C'est vraiment important pour la République. Nous soutenons sans équivoque la souveraineté de la RDC et condamnons fermement tout atteinte à son intégrité territoriale. Nous analysons les conclusions des groupes d'experts des Nations Unies qui indiquent que les groupes d'armées actifs en RDC reçoivent un soutien direct d'autres pays. Cette situation est très préoccupante et doit être éradiquée pour éviter le conflit ne s'attend davantage. La Pologne condamne l'agression étrangère du territoire de la RDC. Cette question et celle de la redynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays seront au menu des échanges lors d'une prochaine rencontre du président polonais Andrzej Duda et congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontre annoncée par le secrétaire d'État polonais. Siégeant à la prison militaire de Ndolo, je l'ai dit tout à l'heure dans les titres, la Cour militaire a repris ce jeudi l'examen de l'affaire Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et dirigeant politique du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve, ainsi que 24 autres prévenus poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel. Devant la Cour, Eric Nkouba, un des prévenus, a reconnu une fois de plus son rôle de cofondateur de l'AFC, un condensé d'Edi Tchala. Au deuxième jour du procès opposant le ministère public à Nangaa Corneille et consorts, à Ndolo devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, tous les prévenus ont été auditionnés. Eric Nkouba reconnaît avoir pris part à Kigali à une réunion de planification des actions de l'Alliance Fleuve Congo en présence d'un certain Firmin, conseiller spécial du président Kagame. Il exprime sa frustration avec la perte de ses carrés miniers, comme d'ailleurs Corneille Nangaa, autant frustré que lui pour les mêmes causes. Eric Nkouba révèle aussi qu'à Kampala, c'est dans l'hôtel du fils du président Yoweri Museveni qu'il s'est la coulée douce. Kanga Nyamacho Mikrobe,
avec un cerveau visiblement lavé, affirme avec ostentation son appartenance à l'AFC de Nanga Corneille et dit avoir adhéré pour lutter contre la discrimination qui n'existe que dans sa tête. Parce qu'il n'a fourni aucun fait lorsque les avocats de la République le lui ont demandé pour preuve. Les 3 autres prévenus ont nié catégoriquement appartenir à l'AFC ni au M23. Nanga Baseane, lui, pense que son seul nom est la cause de son arrestation, ce que le ministère public a battu en brèche. Safari Luc se reconnaît combattant patriote du mouvement populaire d'autodéfense et jamais en intelligence avec le M23, même si son proche ami Ibrahim se retrouvait au nom de leur mouvement à Kigali. Vu le nombre de dossiers qui sommeillent dans le bureau de l'auditorat militaire, l'auditeur supérieur Limbaya a hâte de clore celui-ci pour se pencher sur un autre dossier. Avec la célérité dans cette affaire, la plaidoirie et le réquisitoire pourraient intervenir à la prochaine audience. Dans l'entretemps, vendredi, c'est sur le Befou que l'audience aura lieu et ne sera consacrée qu'à la lecture des pièces du dossier. Et puis la Cour des comptes a sollicité la révision de certaines dispositions de la loi organique lors de son audience marquant la rentrée judiciaire exercice 2024 pour lutter efficacement contre la corruption et les détournements des deniers publics. Une occasion pour le président de la Cour des comptes de rappeler le rôle important que joue son institution en matière de contrôle des dépenses publiques. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Deuxième rentrée judiciaire de la Cour des comptes sous l'ère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après celle de l'année passée. Une cérémonie solennelle organisée à cette occasion dans la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence de la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, représentante personnelle du chef de l'État. Un exercice constitutionnel pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de l'État. Comme le veut la tradition, le procureur général près la Cour des comptes a prononcé une mercuriale axée sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Dans son discours, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisanti sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer les citoyens. Engagé résolument sur les chemins de la lutte contre la corruption, en s'inscrivant en droite ligne du combat déclaré par le magistrat suprême contre ces fléaux qui, comme un cancer, mine les finances publiques et toute l'économie nationale. La Cour des comptes a créé, au cours de l'année 2023, les conditions propices à la répression de fautes de gestion et au déferment aux instances judiciaires compétentes des infractions pénales constatées au cours de ces contrôles. Exerçant son rôle spécifique, celui d'auditer et de mettre hors d'état de nuire les indisciplinés budgétaires et financiers qui nuisent à la bonne marche du pays, le président de cette Cour a fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution, laquelle disposition instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire, d'où ce plaidoyer à l'endroit du législateur pour que la Cour soit dotée d'un arsenal juridique adéquat afin de bien mener son combat. Parce que nous sommes partenaires, la Cour des comptes et l'Assemblée nationale. Donc nous allons voir avec comment cheminer ensemble par rapport aux différents dossiers qu'ils vont soit nous apporter, parce qu'ils ont l'obligation de nous apporter les rapports. Et de ces rapports-là, nous devons les exploiter et voir dans quelle mesure trouver les solutions ensemble. Mais nous allons faire de notre mieux parce que nous avons besoin de leurs compétences. Parce que nous ne pouvons pas, nous en tant que députés ou Assemblée nationale, arrêter les gens. C'est eux qui ont cette latitude-là de suivre un peu ce qui se passe et d'amener les gens devant les juridictions compétentes. Donc on doit leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils soient à la hauteur de ce qu'on attend de la Cour des comptes. Autre temps fort de cette séance, c'est la remise du rapport annuel de cette Cour exercice 2022-2023 au président de la République par l'entremise de sa représentante, Madame la Première ministre. Plusieurs autorités et personnalités politiques ont pris part à cette cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes. Une photo de famille a sanctionné la fin de l'événement.
Sachez également que le ministre des Finances a eu des entretiens avec la délégation de l'intersyndicale de l'ONATRA. Il s'est agi aussi de la remise en service du réseau ferroviaire. L'intersyndicale a aussi abordé la problématique des salaires qui accusent plusieurs mois d'arriérés, chose qui a été faite. La paye de 6 mois, les arriérés plutôt de 6 mois interviendront. Ils seront payés dès ce vendredi 26 juillet. Une occasion pour l'intersyndicale de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvie Mwembo, Ibrahim Chako. Cette séance de travail présidée par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, était axée sur la relance des activités portuaires et des chemins de fer en République démocratique du Congo. En ligne de mire, la subvention et l'intervention de l'État dans le partenariat public-privé relatif au port de Matadi, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la performance des entreprises publiques. La délégation de l'intersyndicale de l'ONATRA, conduite par Arma Ossasé, a rencontré une oreille attentive de la part du ministre Doudou Fwamba. C'est ici l'occasion pour nous de faire un appel à tous les travailleurs de l'ONATRA d'être prêts le vendredi à 10h parce que nous venons de gagner la paie des agents. Le gouvernement vient de nous donner les moyens par rapport aux institutions du président de la République et le ministre a prouvé que c'est un nationaliste et ministre qui exécute les institutions du président de la République. Rappelons les instructions du président de la République. L'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotaï reste focus sur le droit des travailleurs. Chef de l'État, on sait qu'il fallait agir en 2 temps. Agir sur le long terme, ça veut dire sur les moyens et le long terme, ça veut dire sur les plans structurels, avec ces partenariats qui vont moderniser nos infrastructures, mais également agir les court terme, en apportant des subventions à la société pour faire face aux besoins impérieux qui se posent devant les gestionnaires. Le chemin de la paix sociale est balisé pour l'ONATRA. Avec la modernisation de nos infrastructures portuaires, on peut espérer signer la relance de cette entreprise du portefeuille de l'État. Toutes les entreprises du portefeuille sont invitées à s'approprier les recommandations issues du contrat de mandat de performance. C'est dans cette optique que le directeur général de la RVA a présidé une réunion d'évaluation à mi-parcours avec les directeurs des différents services de sa juridiction pour des nouvelles orientations. Un reportage d'Anastasie Ndoubou. C'est dans le but de matérialiser les contrats de performance aux attentes du ministère de portefeuille et du gouvernement en vue de relever les défis auxquels font face les entreprises congolaises. L'objectif est de privilégier la croissance économique et sociale du pays. Tous ces aspects ont fait l'objet d'un examen qui a réuni tous les directeurs des différents services de la régie des voies aériennes autour du directeur général Léonard Ngomambaki et son adjoint Louis-Blaise Londolé pour s'approprier des recommandations issues du contrat mandat de performance gouvernement-entreprise portefeuille. Chaque directeur a eu l'occasion de faire part de ce problème et perspectives pour atteindre la performance de sa direction en attendant une évaluation trimestrielle. Toutes ces idées cadrent avec les soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'améliorer les social de la population congolaise. Rappelons que les entreprises de l'État sont la colonne vertébrale de l'économie du pays. Voilà, vous le savez déjà, les mandataires des entreprises du portefeuille ont signé les contrats de mandat. À l'exemple, les lignes maritimes congolaises, par le biais de son président du conseil d'administration et du directeur général, ont donné l'importance de cette signature. Chimène Dondo nous en dit plus. Ces contrats mandats marquent une étape cruciale dans la volonté du gouvernement de promouvoir la transparence et l'efficacité dans la gestion des entreprises publiques, a souligné le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, dans son discours. Parmi les entreprises du portefeuille qui connaissent une mutation et dont ces contrats viennent booster leur compétitivité figure le ligne maritime congolaise. Son PC à la mer Mendeo Malanga, qui avait à ses côtés le directeur général Jean-Claude Mukendimbi Amouenza et son adjoint, parle d'un engagement pour rentabiliser les investissements. En ce qui concerne les entreprises publiques en République démocratique du Congo, et cet engagement
nous sommes venus le prendre aujourd'hui avec la détermination de pouvoir l'accomplir comme nous n'avons pas cessé de le faire depuis que la confiance du chef de l'État nous a été renouvelée. C'est un engagement solennel de ce que nous devons faire pour la rentabilisation de LMC SA conformément à notre plan de relance 2023-2027 que nous devons à tout prix réussir. En pleine relance de l'armement national à l'horizon 2027, ces contrats mandats est un levier qui s'ajoute aux réformes en cours, a reconnu le directeur général Jean-Claude Mukenzimbi Amwenza. Et puis, les Émirats arabes comptent accompagner la RDC dans la production de l'électricité à partir de l'huile lourde, du gaz et du diesel. La question était au centre des échanges entre le ministre des Ressources hydrauliques et une délégation du consortium Jampur, un groupe basé à Dubaï. Yvette Makoutima. De l'énergie propre et renouvelable en plus, à moindre coût. Les Émirats arabes unis, à travers le groupe Jampur, se présentent comme des partenaires sérieux dans l'éventualité de la production de l'électricité à partir d'huile lourde, des gaz et des diesels. Le directeur général de ce consortium basé à Dubaï, Mohamed Shafik, a exploré les pistes de la matérialisation de ces projets avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo, le professeur Dr Teddy Luamba Mouba. Nous avons eu de très bonnes discussions avec le ministre et nous sommes optimistes que quelque chose va se dégager après cet entretien. Quant à la faisabilité, nos équipes vont discuter de ça. Aujourd'hui, on a discuté en général, mais il y aura des commissions qui vont discuter de façon spécifique. Les équipes vont échanger, puis nous reviendrons. Cette entreprise spécialisée dans l'énergie, la logistique et les mines va plus loin et s'est dit à même de fournir l'électricité dans un délai record de 6 mois en installant des centrales électriques, des compteurs d'eau et d'électricité, ainsi que des transformateurs et des câbles. Jampur Group, qui est présent à Dubaï depuis plus de 30 ans, s'est fixé comme objectif développer des partenariats avec les pays émergents d'Afrique et ailleurs dans le monde. Harare, capitale du Zimbabwe, va se transformer en capitale industrielle de la SADC à l'occasion de la 7e semaine de l'industrialisation de la SADC. Ici à Kinshasa, le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum, a procédé à la clôture de la réunion préparatoire de ces assises régionales. Cédric Kenina. 7e semaine de l'industrialisation de la SADC à Harare, capitale zimbabwéenne. La République démocratique du Congo compte tenir le haut du pavé. Les travaux de la commission préparatoire pour la participation à ces assises de portée régionale ont été clôturés par les ministres de l'Industrie et Développement des PME, Louis Ouatoum Kabamba, qui a reconnu dans ses propos les enjeux énormes qui entourent ces grands rendez-vous d'Harare. Les enjeux sont grands, comme vous le savez. Notre pays doit prendre l'habitude d'être à la hauteur des attentes. Nous osons croire en tout cas que c'est une nouvelle ère qui commence pour notre pays et du rôle que nous allons jouer au niveau continental. Bien sûr, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, et la coordination de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Je salue vos efforts à vous toutes et tous ici présents. Je félicite tout le monde pour le grand travail abattu. Déjà, ce 28 juillet, du moins un jour avant, la capitale zimbabwéenne va recevoir un balai incessant des délégations de pays membres de la SADC, y compris celle de la République démocratique du Congo, l'un des pays à fort potentiel industriel. La RDC plaide pour le renouvellement de l'AGOA. Ce programme américain, créé en 2000, va faciliter la coopération avec les pays africains. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a fait un plaidoyer auprès des députés et sénateurs américains à Washington. Eric Kabamba, notre envoyé spécial. Dans le couloir de ce Capitole américain,
Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, va avec un objectif clair, celui de plaider pour le renouvellement de la loi AGOA, un programme américain créé pour faciliter la coopération avec les pays africains en levant les barrières douanières à l'importation. Un vœu aussi exprimé par plusieurs pays africains. Devant ses députés et sénateurs américains, Julien Paluku a démontré l'importance de cette loi AGOA qui est considérée aujourd'hui comme un instrument de stabilisation et de paix pour l'économie africaine. Nous avons rencontré beaucoup de sénateurs, beaucoup de congressmen américains pour leur montrer l'opportunité de pouvoir veiller à ce que cette loi soit de nouveau renouvelée parce que tous les pays africains ont désormais dans leur portefeuille les exportations des produits africains vers les sols américains. Ce combat du renouvellement de cette loi AGOA est aussi porté par la société civile africaine vivant aux États-Unis. Le ministre congolais du Commerce extérieur est allé à la rencontre de membres de cette société civile pour unir leurs forces. Au cours de ces panels, Julien Paluku a présenté la liste complète des produits agricoles et miniers congolais concernés par ces programmes AGOA. Au pays de l'oncle Sam, Julien Paluku va aussi entamer plusieurs rencontres avec les autorités américaines pour arracher l'organisation à Kinshasa du forum AGOA l'année prochaine. Lutter contre l'insécurité alimentaire pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la population du Maïndombe, c'est le but poursuivi par le député national Aimé Mbongo. Pour ce faire, ce dernier compte mettre sur pied un grand projet socio-économique qui va permettre de lutter contre la famine. Reportage. Les investisseurs belges et français ainsi que quelques opérateurs économiques du Nord et Sud Kivu sont descendus dans la province de Maïndombe, plus précisément à Inongo, pour accompagner l'honorable Aimé Pascal Mongo en vacances parlementaires. Ils sont partenaires dans son projet socio-économique d'un coût global de 50 000 €, projet qui a 3 piliers, à savoir l'investissement dans l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire, dans les secteurs de la santé et dans le transport fluvial. La présence de ces investisseurs concrétise la promesse de l'honorable Aimé Pascal Mongo lors de la campagne électorale. Nous voulons effectivement accompagner le gouvernement par rapport à l'une des priorités de l'action du gouvernement qui est l'agriculture. Avec les 5 millions de terres arables qui sont au niveau de la province de Maïndombe, nous avons pensé faire de cette province, avec nos partenaires, le grenier agricole de la RDC. Nous avons dans notre vision pensé que la population de Maïndombe et de la RDC de manière générale ne mérite plus consommer des aliments qui ne sont pas de qualité. Il faut produire in loco, consommer in loco, mais alors des produits de qualité. Pour devoir de redevabilité, il a profité de la conférence qu'il a animée pour expliciter la mission de l'Assemblée nationale où il compte défendre les intérêts de la population de Maïndombe. Du côté de la ville de Kinshasa, le gouverneur a reçu en audience une délégation de l'Agence française de développement après avoir échangé avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Bruno Lemarquis. Edith Chala pour ce reportage. Dans le cadre de ces consultations initiées il y a quelques jours pour trouver des solutions efficaces aux difficultés qui rongent le quotidien des Kinois, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Boumba-Loubaki, a reçu le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis. L'autorité urbaine a présenté à son hôte le programme d'action de son gouvernement, les défis auxquels fait face Kinshasa et les opportunités de coopération que la ville offre. D'un certain nombre de dossiers, la question de la sécurité urbaine, la question de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, la question du logement, la question des services sociaux de base, la question de la gestion, ce qu'on appelle la gestion des risques et désastres. Safia Ibrahim, directrice pays de l'Agence française de développement, réitère sa détermination à accompagner le gouvernement provincial de Kinshasa en vue d'améliorer la qualité de vie des Kinois. En priorisant l'éducation, l'aménagement du territoire, en utilisant le sport. Le sport est un moyen de développement, c'est un accélérateur d'investissement solidaire. La question de digitalisation, de la lutte contre la pollution et de développement du secteur agricole ont également été abordées au cours de cette rencontre.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC a rassuré de l'accompagnement des agences des Nations Unies au gouvernement provincial dans ces secteurs. Entre-temps, l'Association des femmes professeurs des universités a reçu la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo. Au menu, l'amélioration des conditions sociales des travailleurs et enseignants et la lutte contre les antivaleurs. Alain Bikaï. Cette rencontre a permis à l'Association des femmes professeurs réunie au sein du cercle Sophie Kanza de rendre hommage au champion des masculinités positives, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé pour la première fois une femme au poste du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit des professeurs Marie-Thérèse Sombo Mukuna, que la présidente de cette association, Berthe Nzinga, a salué son parcours académique et professionnel élogieux et inspirant. À cet effet, Berthe Nzinga a encouragé la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire d'implémenter la vision du chef de l'État dans ce secteur pour la promotion de la gente féminine qui représente moins de 10%. Nous comptons la soutenir dans tous ses actes, tout ce qu'elle va faire. Et nous lui avons demandé qu'elle n'oublie pas le problème, l'un des dossiers brûlants, qu'on peut dire, de l'enseignement supérieur, ça veut dire la mise en œuvre de l'accord de Bibois. Prenant la parole, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a manifesté sa gratitude au président de la République qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la femme avant d'appeler à un travail en synergie. Je vais continuer à promettre de m'engager, de rester loyal et de vraiment pour le rayonnement de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour rappel, Sophie Kanza fut la première femme docteur en sociologie et première femme à occuper les postes ministériels en 1966. Au cours de la dernière matinée politique tenue au siège de son parti, le secrétaire général du parti présidentiel a lancé un message fort sur la paix et l'unité au sein de l'UDPS. Pour Augustin Kabouya, le temps n'est plus à la distraction. Le chef de l'État a besoin de l'accompagnement de tous pour relever les défis, notamment celle de l'amélioration du social des Congolais. Alain Bikaï. Le temps de la paix des braves va sonner. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS faisant office du président intermédiaire du parti, appelle à la paix et à l'unité après la situation qui a secoué son parti qu'il qualifie des incidents de parcours. Pour ce lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi, l'État n'est pas la division ni aux querelles intestines inutiles. Appuyant la mission des bons offices des élus de son parti, l'honorable Augustin Kabouya a lancé un appel à toutes les filles et fils de Tien Tshisekedi de regagner la maison et se pardonner pour accompagner le président de la République dans l'accomplissement de sa vision pour le bien-être de la population congolaise. Nous soutenir l'honorable député Oyo Bazako Tanana Bandekonyoso. Soutenons la mission des bons offices des élus du parti pour le retour de la paix et l'unité. Faisant partie de la 9e composante de la convention démocratique du parti, ils ont le mandat de bien mener cette mission auprès de tous les antagonistes. Notre division ne profite à personne si ce n'est qu'à nos adversaires. Avec cet appel à l'apaisement et les bons offices des élus de ces partis, espérons que la tempête va passer dans les partis présidentiels. Vers la construction d'un nouveau centre pénitentiaire moderne dans la province du Congo central. La question était au centre des échanges entre le gouverneur de province et une délégation de la société AJC qui se dit prête à financer ce grand projet porteur d'espoir qui va sans nul doute améliorer les conditions carcérales des prisonniers du Congo central. Reportage.
Réunis autour du gouverneur de province, Grace Kouangama Bilolo, dans la salle des réunions du 3e niveau de l'immeuble du gouvernorat, cette délégation composée des experts de la société AJC et Poba Service, qui est un bureau d'études, a porté à la connaissance de l'autorité provinciale les projets de construction d'une nouvelle maison carcérale appelée Centre pénitentiaire moderne. Yannick Kimboussi, coordonnateur de cette mission, a conduit cette délégation auprès du chef de l'exécutif provincial. Nous avons présenté le fonctionnement, pourquoi on appelle ça les centres pénitentiaires modernes. Alors nous avons présenté aux autorités, ils sont très contents par rapport à ces projets et j'espère que dans les jours qui viennent, vous allez voir peut-être la matérialisation de cet ouvrage ici au Congo central. Pour sa part, Edouard Sambansitou, ministre provincial entre autres de la justice et des droits humains, récemment investi dans ses nouvelles fonctions, souligne que ces projets traduisent en actes la volonté et la détermination du premier citoyen du Congo central, Grace Kouangama Bilolo, à améliorer les conditions de détention des prisonniers dans sa province. C'est là le dynamisme du gouverneur. Ça explique la volonté de mieux faire, la volonté de relever les défis comme il a si bien dit dans ce discours. Nous avons bien accueilli ce projet parce que comme vous le savez, les conditions de détention de nos prisonniers, ça pose un très grand problème au Congo central. Signalons tout de même que la mise en œuvre de ces projets apportera une solution adéquate pour le désengorgement de la prison centrale de Matadi, située au Kamolaï, confrontée par un problème de surpopulation. Et pour terminer, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, a entamé une évaluation à mi-parcours de son plan de travail budgétaire annuel 2024. Edith Chala nous en dit plus. L'objectif principal de cette revue à mi-parcours est de mesurer le niveau de réalisation des activités programmées de janvier à juin 2024 et de comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés. Cette démarche permet également d'identifier les ajustements nécessaires pour garantir l'atteinte des objectifs d'ici la fin de l'année. Pour cette période, l'évaluation des activités menées par les différentes directions s'articule autour de plusieurs axes. Tout d'abord, un bilan détaillé des réalisations de janvier à juin 2024 est établi pour évaluer leur conformité aux objectifs initiaux. Ensuite, les obstacles rencontrés et les défis à relever pour le second semestre sont identifiés. Enfin, les résultats de cette évaluation permettent de formuler les recommandations concrètes et d'élaborer les stratégies adaptées pour la suite de l'année. Nous sommes venus évaluer ce bilan-là après 6 mois de son exécution. Parce que de manière générale, nous faisons la revue à mi-parcours de ce PTBA pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que n'est pas encore fait et qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qui peut être continué. La direction générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, sous la conduite du professeur Bruno Chibang Kabaji, directeur général adjoint, met un accent particulier sur l'évaluation des moyens humains, techniques et financiers mobilisés. Merci à Yolande Voka qui a réalisé ce journal et Cédric Kenina sur la coordination d'Oscar Balkaïch. 23h, Serge Mata revient sur ce plateau. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir.